Me voici de retour à ce micro aujourd'hui, Florence Sueur, pour vous accompagner au bar de l'économie. Aujourd'hui, 3 sujets. Nous allons parler batterie au lithium avec Julien Le Guenec. Nous allons parler de la ville de Montmorency et de l'École nationale d'administration avec Maxime Tory. Et tout de suite, c'est Olivier Dupont à mon micro. Olivier Dupont, vous êtes maire de la ville de Viarmes en Val d'Oise. C'est votre premier mandat en tant que maire, même si vous étiez déjà depuis 2 mandats précédents adjoint et même adjoint aux finances. Alors, vous êtes pharmacien de métier. Alors, la première question, finalement, est-ce que ça change quelque chose entre la fonction de maire et la fonction d'adjoint aux finances? Ça change du tout au tout. Le poste d'adjoint et le poste de maire sont vraiment complémentaires. Un maire sans une bonne équipe d'adjoints aura du mal à fonctionner. Mais je dirais que la nature même de la fonction est totalement différente. Puisque le maire est beaucoup plus dans la décision. À un moment ou un autre, tout revient au maire pour trancher, décider, motiver. C'est vraiment le chef d'équipe. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire sans nos équipes. Mais le chef de file est indispensable pour le rythme, pour faire avancer les projets. Il y a beaucoup de choses qui n'avanceraient pas si le maire n'était pas là pour donner le rythme. C'est là où c'est un poste très très important. Et du coup, vous vous sentez seul dans la décision, c'est-à-dire, oui, c'est ça? Absolument, je me sens, c'est pas facile. C'est-à-dire que c'est une charge il faut l'habiter cette charge. C'est pas simple. C'est passionnant, c'est chronophage. Très chronophage. C'est à la fois. Je suis pas surpris que ce soit le mandat le plus apprécié des Français, parce que au quotidien, on a les mains dans le cambouis, si je puis dire, et au quotidien, on s'occupe, nos décisions impactent sur le quotidien des Français. Un député, un ministre, quand une décision est prise sur une vitesse limite sur une autoroute, ce genre de choses, il n'y a pas d'impact quotidien sur le fonctionnement de la vie des Français. Nous, oui, quand on des choses aussi qui paraissent aussi simples que de mettre une ligne jaune sur une sortie d'immeuble ou un sens unique, ce genre de choses, on impacte sur le quotidien. Et c'est ça qui rend la fonction très chronophage et aussi très intéressante. Ce qui veut dire que quand on prend une décision, vous en tant que chef d'entreprise, puisque vous êtes pharmacien, vous gérez une entreprise, ça veut dire que là, en tant que maire, vous êtes obligé de prendre plus de temps à la réflexion, alors que dans votre entreprise, vous allez peut-être beaucoup plus vite pour décider? Oui, plus de temps à la réflexion, c'est indispensable. On peut pas se tromper. En tout cas, on a toujours des doutes, et c'est justement ce doute qui fait. Alors, j'aimerais pas avoir l'air un petit peu prétentieux, mais c'est justement ce doute qui fait de la qualité de la réponse. Faut pas être dans l'impulsivité, faut être dans la réflexion, et faut savoir trancher au bon moment pour faire avancer les dossiers. Alors comment vous faites quand vous avez des habitants qui pressent la décision, ou par exemple, on sait très bien, certains ne veulent pas, vous avez parlé de sens unique, on va reprendre cet exemple. Par exemple, certains ne veulent pas d'un sens unique, d'autres le veulent. Comment on fait dans ces cas-là? Intérêt général qui se heurte forcément, souvent, à des intérêts particuliers. Mais du coup, j'ai envie de vous poser une question. Alors, du coup, est-ce que le maire, pour vous, a encore des possibilités de décider oui. Malgré le fait qu'on est quand même dans un État bien centralisé? Beaucoup de responsabilités, beaucoup de décisions possibles, même si je pense que les années passant, on a tendance justement à nous retirer de notre capacité de décision. Que ce soit par la réduction de la DGF, la dotation globale de fonctionnement, qui a été diminuée depuis quelques années, que ce soit la suppression de la taxe d'habitation, que ce soit maintenant le projet de fiscalité professionnelle unique qui serait perçu par les intercommunalités et plus par les communes. Là, vous parlez de la taxe que payent les entreprises. Oui, absolument. Même si la somme prélevée nous reviendrait, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc je pense que oui, les années passant, on nous enlève des prérogatives et on est vraiment dans un état très, très jacobin, très centralisé. Il y a eu des lois de décentralisation, elles datent je crois, de 83. Je ne saurais mettre un nom, peut-être les lois de fer,
peut-être, qui favorisait la décentralisation, donc la décision au niveau des communes, la possibilité de voter des impôts, de voter des taux, donc d'avoir une autonomie financière, même si tout cela a toujours été très encadré. Et puis on se rend compte que 30 ans plus tard, on revient à l'envers en nous diminuant nos recettes, et si nous diminuons nos recettes, on nous diminue aussi nos capacités d'action. Est-ce que ça veut dire pour vous, à terme, la mort des communes, à force de supprimer vos recettes finalement? Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça sans nous le dire. C'est un peu ce qui me pose problème. C'est-à-dire que les intercommunalités prennent de plus en plus de puissance, les préfets, l'État cherchent à développer les intercommunalités, à les faire grossir, alors que big n'est pas forcément beautiful. Il y a sans aucun doute des intérêts aux intercommunalités, de la mutualisation, de la connaissance de son territoire, la connaissance de ses confrères, de leurs problématiques, des nôtres. Certainement des problèmes qu'on peut régler à plusieurs, qu'on ne peut pas tout seul. Mais on éloigne quand même le centre de décision. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le maire est le mandat le plus apprécié, c'est parce qu'il est au contact des gens. Et c'est d'autant plus vrai que la commune, à mon avis, est petite. C'est-à-dire que si tout Parisien n'a jamais rencontré son maire parce que trop grand, tout vers moi, à un moment ou à un autre, me croisera, peut me parler, peut me rencontrer, que ce soit en allant acheter une baguette de pain ou en prenant rendez-vous à la mairie ou même par l'intermédiaire de mon métier. Et ça crée un lien indispensable. Il faut rappeler que Viarmes, c'est en Val d'Oise et c'est une commune d'environ 5300 habitants. Voilà, 5500 habitants, j'allais dire. Et c'est facile, effectivement, de vous rencontrer si on a... Et c'est vrai que vous êtes en première touche. Si on a un souci, on vient voir le maire. Hein. Absolument. Du coup... vous avez dit que malgré tout, l'intérêt de cette intercommunalité, c'est de pouvoir mutualiser des équipements. Donc, comment faire alors du coup ? Comment faire ? Il y a des projets que beaucoup de communes ne peuvent pas faire seules. Plus la commune est petite, plus elle a des budgets restreints et elle peut accéder à des actions, participer à des projets qu'elle ne pourrait pas faire toute seule. C'est forcément un avantage. Tant que l'intercommunalité reste à taille humaine, c'est des choses intéressantes. Quand on commence à avoir 200 000 habitants dans une agglomération, il y a beaucoup de dilution. Je dirais que, pour prendre notre exemple, nous sommes la communauté de communes Kernel Pays de France, nous sommes 32 000 habitants. Jeune interco qui date de 2017, issu d'une fusion de deux plus petites intercommunalités encore. Nous avons tous une homogénéité dans le territoire. Nous sommes tous des communes rurales. Viarmes est la plus grosse d'ailleurs. Ça parle, ça a un sens. Qu'une commune comme Viarmes se retrouve dans une agglomération, une communauté beaucoup plus importante de 200 000 habitants, Viarmes se retrouve noyé, et encore plus pour les petites communes. Et ce qui me pose problème, c'est cet éloignement du centre de décision. Parce que vous pensez qu'un jour, vous pourriez être noyé avec une autre commune, une autre communauté plus grande ? On en a parlé il y a un certain temps, on n'en parle plus trop en ce moment. Mais j'ignore d'ailleurs pourquoi, j'ignore le sens de ça. Pourquoi rajouter une feuille au millefeuille ? Ça m'aurait paru plus malin de faire de la fusion de communes. On sait qu'il y a une crise de l'engagement dans les toutes petites communes. Être maire d'une commune de 500 habitants, 1000 habitants, c'est très compliqué. Vous êtes réveillé en pleine nuit. Quand il faut déneiger, bien souvent, c'est vous-même en tant que, par exemple, agriculteur qui allez déneiger les routes. Un chien écrasé, c'est pour vous aussi, quelle que soit l'heure du jour, de la nuit ou du week-end. Donc c'est très compliqué. Je pense qu'une fusion vous savez que la France est remplie c'est plus de 30 000 communes, dont beaucoup de très petites. Une fusion, ça aurait un sens entre ces petites communes, parce que passer d'une population de 800 habitants à une population de 2000 habitants, là on n'éloigne pas le centre de décision. Ça reste tout proche, ça reste vraiment de la communication proche. Là, ça aurait un sens. Mais est-ce que vous pensez que, par exemple, dans votre communauté de communes, il y aurait des maires qui accepteraient de fusionner leur commune ? C'est une discussion qui n'a pas encore été menée. Moi, je suis favorable à ça. Mais c'est une discussion qui est un peu trop. Est-ce que chacun ne veut pas garder ses prérogatives finalement ? Probablement. Voilà, c'est un peu ça le problème. Mais du coup, l'intercommunalité, ça prend le relais par rapport à ces fusions que certains maires ne veulent pas. C'est pas ça un peu l'idée ? C'est un peu l'idée. De toute façon, l'intercommunalité a des compétences obligatoires maintenant. Donc, forcément, ça joue dans ce sens-là, oui, bien sûr. Oui. Alors, vous avez parlé des avantages, meilleure visibilité, mutualisation des services ou des équipements. C'est ça le but d'une intercommunalité. Pourtant, vous n'avez pas tous les mêmes
exigences. Qu'est-ce que vous allez mutualiser dans votre communauté de communes? J'ai un poste à l'Interco, puisque je suis vice-président en charge du commerce de proximité. Donc je ne m'occupe pas de la mutualisation, mais il y a un vice-président qui est en charge de ça. Des projets sur l'achat d'une balayeuse, des projets sur l'éclairage public. Mais là, quand on rentre vraiment dans l'opérationnel de ces projets-là, on se rend compte que oui, toutes les communes n'ont pas les mêmes objectifs et la mutualisation perd de son intérêt si vous n'avez pas une majorité de communes qui jouent le jeu sur tel projet. Donc ça reste au bon vouloir de chacun des maires. Ça reste au bon vouloir de chacun des maires, absolument. Alors vous êtes en charge au sein de la communauté de communes du commerce de proximité. Qu'est-ce que ça veut dire pour les prochains, ce mandat? Quels sont vos souhaits et vos objectifs? Ça veut dire que, j'ai pu constater, alors dans la crise sanitaire qui se déroule, on a souhaité favoriser la mise en place d'une solution numérique pour ce célèbre click and collect maintenant, vers la fin de l'année 2020, qui s'est soldé par un échec complet. C'est-à-dire que très peu de commerces de proximité sont venus sur notre plateforme. Plusieurs raisons à cela. C'est pas ça qui était demandé dans l'urgence, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Et on souffre surtout d'une méconnaissance de notre existence par les commerces. Très peu sont capables de nous citer le nom de l'intercommunalité. Quasiment aucun ne sait que le commerce de proximité est une compétence obligatoire d'une interco. Vous voulez dire les commerçants ne savent pas que l'intercommunalité existe et qu'on peut faire appel à très eux? Peu pour en citer le nom. Et aucun pratiquement ne sait que c'est une compétence obligatoire. Donc on peut travailler ensemble. Pourtant il y a beaucoup de travail à faire. Je considère que le bloc communal, c'est-à-dire l'interco, les communes et les commerçants de proximité, nous devons travailler ensemble pour dynamiser nos centres-villes et surtout pour résister face aux géants qui sont en face de nous, qui sont les géants du numérique, qui sont les grandes surfaces, qui eux ont les experts, ont les moyens financiers. Ce qui n'est pas le cas de nos commerces de proximité, qui sont bien souvent des gens qui se sont lancés parfois avec un manque de réflexion sur leur projet d'ailleurs, et ce genre on peut intervenir en amont du lancement de leur activité pour éviter justement des erreurs de gestion dès la création de leur activité. Donc 2021 est consacré, j'ai commencé avec les maires, chaque maire et avec l'agent en charge du développement économique de l'intercommunalité à aller toquer à toutes les portes, on prend des rendez-vous et on va se présenter et on cause avec eux et on leur dit qu'on existe. Et on monte ce fichier, eh bien, en respect du RGPD bien sûr, on monte ce fichier qui va nous permettre de communiquer avec eux par des mails. Et puis dès que toute cette crise sera terminée, on pourra organiser des réunions, réfléchir à des projets communs et rentrer dans le vif du sujet. Pour l'instant, 2020, c'est on existe, on est là pour vous, communiquons et voilà. En même temps, c'est une compétence assez récente qu'ont les intercommunalités maintenant. C'est le développement économique, donc c'est un peu logique que les commerçants ne soient pas tellement au courant. C'est tout nouveau. Du coup, vous, sur votre zone, vous avez une zone d'activité. Quel est le projet? Elle fait 11 hectares. Quels sont les projets pour vous, Olivier Dupont? Une zone qui est en développement depuis déjà 10 ans, qui avait été développée soutenue par le maire de Vierme, William Rouillet, mon prédécesseur, qui arrive à maturité puisque sur les 11 hectares, 9 sont vendus et une grande partie déjà en activité. Donc il nous reste à peu près 2 hectares à pourvoir avec des sociétés, donc principalement pas d'activité commerciale, des activités plutôt d'artisanat, de start-up, tout genre de choses, quoi. Donc vous pourriez accueillir un industriel par exemple, si quelqu'un voulait 2 hectares pour implanter une grosse entreprise. Absolument. Et ça, ce serait donc là il reste, faut le dire, donc 2 hectares à acquérir pour implanter. Absolument. Alors que tout le monde, beaucoup d'industriels cherchent du terrain, c'est bon à savoir. Et on est dans une zone où il fait bon vivre, rurale, à 3 minutes de l'autoroute A16, à une demi-heure de Roissy, donc secteur recherché. Il était prévu de monter en puissance sur une dizaine d'années et finalement en 2 ans, 80% de la zone est commercialisée. Donc c'est plutôt une bonne opération. Est-ce que finalement pour les 2 hectares qui restent, vous n'auriez pas intérêt à vous mettre en rapport avec des agences de développement? C'est fait.
C'est fait. Alors il y a le président Robin et le vice-président en charge du développement économique qui est Sylvain Saragoza, le maire de Chaumontel, sont en relation et il y a beaucoup de candidats. Hein. Il y a beaucoup de candidats, mais comme il y a des candidats, on est un petit peu... on choisit. Du coup, vous avez le choix du roi. En fait, c'est ça que vous voulez dire. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, les 2 hectares sont très courtisés. Ils sont courtisés. Il y a des demandes. Autre sujet avec vous, si vous voulez bien, Olivier Dupont. Je rappelle que vous êtes le maire de la ville de Viarmes en Val d'Oise. C'est au niveau de Viarmes 2 sujets. Alors, le premier, c'est la pression de l'urbanisme. On a bien vu qu'avec ce confinement, ces périodes de pandémie, finalement, les Français n'ont pas tellement envie d'habiter dans des grandes métropoles. Mais au contraire veulent venir habiter en zone rurale qui sont quand même proches des villes. Comment se passe la pression de l'urbanisme pour vous, alors du coup, en tant que maire? Sujet compliqué, sujet dont les maires ont la responsabilité, par ailleurs. Beaucoup de pression sur l'urbanisation, que ce soit de la part de promoteurs, qui évidemment veulent construire au maximum, c'est leur job, hein. C'est pas un reproche, c'est à nous après de travailler avec eux, et aussi de la part des propriétaires. Puisque depuis la loi Allure 2014 et la suppression du coefficient d'occupation des sols, on peut construire sur des surfaces très petites. Ce qui s'est passé chez nous, ce qui a quelque peu défigurer nos artères principales, et c'est un vrai problème. Donc un nouveau plan local d'urbanisme a été voté tout début 2020 pour essayer de limiter à nouveau cette dérive, parce que la qualité de l'urbanisme chez nous est très importante. Les gens qui sont, et on me le dit souvent par ailleurs, les gens qui sont venus s'installer chez nous ont cherché la qualité de vie, la ruralité, un bel endroit. C'est pas pour se retrouver dans des régions très urbanisées, avec plus d'espace vert, avec des belles propriétés coupées en rondelles, avec plein de maisons dessus. Et pourtant, la population française grandit. Nous sommes dans une région Île-de-France, même si on est vraiment à la limite de l'Île-de-France. Nous sommes quand même en Île-de-France, à 20 minutes, 25 minutes de la plus grosse plateforme aéroportuaire européenne. Donc on a forcément des demandes. Donc l'idée pour nous n'est pas de se renfermer dans un petit village gaulois. L'idée est plutôt d'accompagner le développement urbanistique. Mais comment on fait pour accompagner justement le développement tout en respectant, on parle d'environnement, de respect de la nature. Est-ce que ça, vous le prenez en... Comment vous faites nous respectons le schéma d'Île-de-France qu'on appelle le SDRIF, qui nous demande principalement de densifier et en évitant de gagner sur les surfaces agricoles. Donc l'idée est de densifier nos friches, nos terrains à l'intérieur de la zone déjà urbanisée. Autre sujet, si vous voulez bien, Olivier Dupont, c'est le programme, je ne sais pas comment vous l'appelez autrement, ce programme qui s'appelle Petite Ville de demain, auquel vous avez adhéré. Qu'est-ce qu'il va se passer dans ce programme? Pourquoi avoir souscrit à ce programme? Alors, ce qui rend ce mandat très intéressant, c'est qu'on a beaucoup de choses à faire dans la ville. J'avais dit pendant la campagne électorale que Viarmes était une belle endormie, c'est-à-dire que nous avons, alors que je suis pourtant responsable des décisions de ce qui a été fait le mandat d'avant, puisque j'étais dans l'équipe, mais oui, chargé des finances. Chargé des finances notamment, mais nous avons beaucoup de choses à faire. Les gros projets sont la réalisation d'un nouveau gymnase, plusieurs millions d'euros, la rénovation complète de notre église qui est dans un bien triste état, et puis des zones, le départ de la gendarmerie qui est parti du centre pour aller en périphérie de la commune, pratiquement 2000 m² en hypercentre, une friche toujours juste en face de cette gendarmerie de 800 m², le déplacement de notre EHPAD, anciennement appelée maison de retraite, à la périphérie de la commune aussi, qui libère là aussi, qui donne beaucoup de possibilités sur 4000 m², tout ça dans un espace assez réduit, vraiment dans notre centre. La chance qu'on a, c'est qu'on est très peu endetté, très peu endetté, donc on a un levier financier intéressant pour financer toutes ces opérations. Et est arrivé le projet Petite Ville de demain, qui est un projet de l'État, de relance, en fait, des centres-villes, des communes de moins de 20 000 habitants. Un projet de plus de 3 milliards d'euros qui concerne à peu près 1000 communes en France, et nous sommes 5 dans le Val d'Oise. Donc Viarmes est éligible et rentre dans le programme avec Fos, Louvre, Marines et Magnan-Vexin, je crois. Donc ça tombe bien. On prend. Donc c'est une proposition de l'État qui s'appelle donc Petite Ville de demain.
Et dans ce programme, qu'est-ce que ça vous offre comme opportunité, ce programme de l'État ? Déjà, ça nous donne du temps, parce que c'est un programme qui s'étend sur toute la mandature, donc jusqu'en 2026. Donc on a le temps de préparer nos dossiers. On sait déjà ce qu'on veut. Donc c'est un programme qui s'adapte à nos volontés. C'est pas quelque chose qui arrive clé en main, c'est quelque chose qui est sur mesure et qui va nous accompagner dans nos projets. Donc c'est à la fois des aides techniques, avec la mise à disposition par exemple et financement d'un chef de projet. C'est une aide financière, c'est l'accès et des regards bienveillants de nos financeurs sur nos projets. C'est une expertise. Et beaucoup de ce que l'on souhaite réaliser rentre dans le périmètre de Petite Ville de demain. Donc c'est vraiment pour nous une très belle opportunité. Donc du coup, qu'est-ce que vous allez faire ? Donc ça va vous donner plus de moyens financiers, ça on a compris. C'est l'État donc qui vous aide à la réflexion et qui accompagne vos projets de développement. Mais quels sont les projets justement pour vous, pour devenir Petite Ville de demain ? Réalisation d'un tiers-lieu. Alors c'est un projet qui est très en vogue actuellement, mais nous sommes déjà propriétaires de bâtiments qui sont inutilisés dans notre centre qui était occupé auparavant par la trésorerie et par la CPM, la sécurité sociale, ce qui souligne au départ la disparition de nos services publics dans le territoire. Donc la réalisation d'un tiers-lieu rentre dans le programme Petite Ville de demain. Là encore, une aide à l'ingénierie, une aide au développement, une aide au financement. Ils peuvent se porter acquéreurs des locaux, ils peuvent prendre une partie du financement de remise en forme des locaux. Juste à côté, nous avons une friche de 800 mètres carrés. Là encore, ils peuvent intervenir en ingénierie et en aide financière. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire sur cette friche ? C'est en réflexion. C'est en réflexion, plusieurs projets où, alors c'est vraiment dans un triste état, donc ou bien c'est la mise par terre et la reconstruction, avec des surfaces commerciales au rez-de-chaussée et du logement au-dessus. Mais je suis assez tiré par l'idée de garder en fait ces bâtiments qui sont dans leur jus, de les rénover et d'y faire plutôt quelque chose qui rappellerait notre territoire avec des galeries de peintres, des petits magasins, 2-3 petits restaurants dedans, dans un écrin très joli, puisque tout cet espace-là était auparavant utilisé par une boucherie chevaline pendant plus de 100 ans, et il reste encore à l'intérieur beaucoup de choses de cette époque-là, et on pourrait réaliser de jolis petits bars avec toujours, il y a les bas-flancs, il y a les licoles, il y a beaucoup de choses qui sont encore en place, et ça pourrait être très charmant. Donc je suis plutôt sur la rénovation et ce genre de projet que tout mettre par terre et de faire du neuf qui finalement se mariera mal avec l'esprit de la rue. Quels sont encore les projets que vous avez pour devenir donc dans ce programme Petite Ville de demain ? Olivier Dupont. Le départ de l'EHPAD qui nous libère une grande surface, la réalisation de maisons médicales. Nous sommes, comme beaucoup de communes, soumis à une tension sur l'offre de soins. Actuellement, Viarmes, c'est 4 généralistes pour 5300 habitants, dont 3 qui devraient d'ici une dizaine d'années prendre leur retraite. Donc notre rôle aussi, c'est d'essayer de voir et de prévoir surtout. Et il se trouve que 9 jeunes médecins sur 10 qui s'installent maintenant veulent exercer dans ce genre de structure. C'est pas simple, il faut les trouver. C'est une ressource assez rare. En même temps, nous sommes en Ile-de-France, nous sommes à côté de Chantilly, nous sommes aussi dans des beaux endroits, et je n'ai aucun doute sur le fait qu'on trouve des médecins généralistes. Donc une nouvelle maison médicale, une nouvelle résidence pour personnes âgées également, puisqu'on a donc juste à côté de l'EHPAD, nous avons une résidence pour personnes âgées de 48 studios, qui est dans son jus, qui a une quarantaine d'années. L'idée, c'est d'en construire également une toute neuve et de faire tout un secteur sur 4000 m² qui serait dédié aux seniors, avec des petits îlots aussi de jolies petites maisons d'appartements 100% seniors, donc avec des salles de bain prévues pour, avec tout plein pied, avec ce genre de choses. Et vous envisageriez un restaurant éventuellement commun des services, puisque c'est un peu ça ce que souhaitent les seniors maintenant? Absolument, mais la résidence pour personnes âgées est pourvue d'un restaurant et d'un self. Quand vous dites pour devenir dans ce programme Petite Ville de demain, vous dites réalisation d'un tiers-lieu et peut-être une friche pour faire venir des commerces ou des restaurants. Est-ce que là, vous avez fait un test auprès de la population? Est-ce que c'est une demande ou des entreprises alentours? On est une des rares communes
à ne pas avoir la possibilité, quand il fait beau, de pouvoir entre amis ou à la pause midi pour les salariés, travailler bénéficier d'une terrasse pour manger une bonne salade à midi, par exemple. Ça, c'est pas possible chez nous. Donc, un des projets phares du mandat, c'est la réalisation justement sur le site de l'ancienne gendarmerie d'une brasserie avec terrasse et de 2 autres surfaces commerciales. C'est très demandé. Très demandé, et c'est pour une commune de notre taille, ça fait lien entre les gens. C'est vraiment le lieu d'échange où les gens se rencontrent. Cette brasserie serait à vol d'oiseau, à 50 mètres de notre marché bi-hebdomadaire. Donc c'est quelque chose d'essentiel pour notre bien vivre ensemble. Ça, c'est essentiel. Et ça pourrait drainer, j'imagine, toutes les villes de la communauté de pays Carnel. Oui, c'est aussi l'esprit du programme Petite Ville de demain, c'est-à-dire de Viarmes étant le plus gros bourg de l'Interco, c'est de faire un effet de centralité pour que les gens des bourgs autour, des villages autour descendent dans Viarmes, se déplacent moins et bénéficient d'un maximum de services et d'offres sur un territoire restreint. Merci Olivier Dupont d'avoir répondu à toutes mes questions. Alors, dernière question pour conclure, si vous voulez bien, Olivier Dupont. Je rappelle que vous êtes maire de la ville de Viarmes en Val d'Oise. Tous ces projets, qui font partie de ce programme Petite Ville de demain, vous envoyez la réalisation physique au bout dans combien de temps finalement ? Trop longtemps. Trop longtemps. C'est faire aboutir un projet. Justement, j'ai ma vision privée par mon métier. Et la vision donc de maire, et c'est extrêmement long, chronophage, difficile. C'est là où il faut une vraie volonté et pas lâcher. Quand on a des projets, qu'on veut les mener au bout, sur un mandat de 6 ans, on est à fond dans le projet dès maintenant pour les voir sortir d'ici 3-4 ans, pas avant. Le dernier exemple en date, c'est l'église, qui est vraiment dans un triste état, qui est pour nous, c'est un bâtiment cultuel pour les catholiques, c'est aussi un bâtiment culturel et patrimonial pour notre commune. C'est dans l'hypercentre, donc on veut l'entretenir, on veut la refaire. C'est plusieurs millions d'euros, et la première tranche de 1,6 million d'euros, on vient d'être recalé par la DRAC par exemple. Donc report d'1 an du projet, parce qu'on ne peut pas se permettre de ne pas aller chercher les subventions. Donc la recherche de la subvention, c'est un travail fastidieux, mais en même temps indispensable. Donc finalement, c'est le financement plus qui pêche pour le moment ? Oui, le financement, les autorisations, les permis de construire, ça c'est comme tout le monde. L'architecte des Bâtiments de France, avec qui il faut qu'on trouve un accord toujours dans nos périmètres. Donc beaucoup d'embûches et beaucoup d'énergie, à la fois par les services. Et à Viarmes, les services sont très sollicités. Je les remercie de leur engagement encore. On a la foi. Donc finalement, une réalisation possible, vous pensez, d'ici 3-4 ans. Oui. Pour tous ces projets, je rappelle ce que vous nous avez dit, Olivier Dupont. Donc réalisation d'un tiers-lieu, une friche de 800 mètres carrés qui pourra accueillir une brasserie et puis d'autres commerces, cette maison médicalisée que vous voulez mettre en place, et puis une nouvelle résidence pour les personnes âgées. Eh bien, Absolument. Vous reviendrez nous dire au fil du temps avec plaisir. Si tous ces projets s'ouvrent. Merci en tout cas d'avoir été avec moi ce matin. Très bonne journée à vous, Olivier Dupont. Merci.